De retour d'une excursion revigorante de 3 jours en montagne, R, le célèbre romancier, arriva de bonne heure à la gare de Vienne où il acheta un journal. À la lecture de la date du jour, il lui revint que c'était son anniversaire. D'avoir 41 ans le laissa de marbre. Il feuilleta rapidement les pages crissantes et regagna son appartement en voiture de place. Le domestique l'informa qu'en son absence, il avait eu 2 visites et plusieurs appels téléphoniques. Puis il lui apporta sur un plateau le courrier des jours passés. Négligemment, R regarda les dates d'arrivée. Il ouvrit quelques courriers dignes d'intérêt en raison de leurs expéditeurs et mit une lettre de côté parce qu'il ne connaissait pas l'écriture et qu'il la jugeait trop volumineuse. Entre-temps, on lui avait apporté le thé. Il se renversa confortablement dans son fauteuil, parcourut de nouveau le journal ainsi que quelques imprimés, puis il s'alluma un cigare avant de prendre la lettre laissée à part. Il s'agissait de 2 douzaines de pages écrites à la hâte, d'une écriture nerveuse de femme, un manuscrit plus qu'une lettre. Machinalement, R tripota l'enveloppe pour s'assurer que nul mot d'accompagnement ne restait à l'intérieur. Elle était vide et, à l'instar des feuilles qu'elle contenait, ne portait ni l'adresse de l'expéditeur, ni sa signature. Étrange, songea-t-il en prenant l'alias. À toi, toi qui ne m'as jamais connu, figurait en guise d'épigraphe à la manière d'un titre. Décontenancé, R marqua une pause. En était-il bien le destinataire, ou était-ce destiné à un être chimérique? D'un coup, sa curiosité fut piquée à vif, et il commença à lire. Mon enfant est mort hier. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai lutté contre la mort qui planait au-dessus de cette tendre petite vie. Je suis restée assise 40 heures à côté de son lit, alors que la grippe convulsait son pauvre corps brûlant. J'ai déposé de la glace sur son front ardent, j'ai serré jour et nuit ses petites mains agitées. Au 3e soir, je me suis effondrée. Mes yeux n'en pouvaient plus et ils se fermaient sans même que je m'en rende compte. Je me suis endormie 3 ou 4 heures sur ce dur fauteuil et la mort me l'a dérobé. Maintenant, il gît là, le pauvre chérubin, si innocent dans son étroit lit d'enfant, à l'endroit même où il est mort. On lui a juste fermé les yeux, ses yeux sombres et malicieux. On lui a joint les mains sur sa blouse blanche et 4 cierges se consument au-dessus des 4 coins du lit. Je n'ose le regarder. Je n'ose le toucher parce que la lueur vacillante des bougies effleure d'une ombre son visage et sa bouche close, donnant l'impression que ses traits bougent. Et alors, il m'arrive de penser qu'il n'est pas mort, qu'il se réveillera d'un instant à l'autre pour prononcer, de sa voix claire, un tendre mot d'enfant. Mais je le sais, il est mort, et je ne veux plus poser mon regard sur sa dépouille, ne veux plus nourrir de faux espoirs, ni être de nouveau déçu. Je le sais, je le sais. Hier, mon enfant est mort. Maintenant, je n'ai plus que toi sur terre. Toi seul. Toi qui ne sais rien de moi. Toi en train de t'amuser insouciamment ou de batifoler et de badiner. Seulement toi qui ne m'as pas connu et que j'ai aimé depuis toujours. J'ai pris la 5e bougie. Je l'ai posée sur cette table où je t'écris. Je ne peux rester seule avec mon enfant mort sans hurler ce qui me pèse tant sur mon âme. Et à qui me confier en cet épouvantable instant, si ce n'est à toi qui étais tout pour moi, à toi qui es tout pour moi? Peut-être ne puis-je te parler très clairement, peut-être ne me comprends-tu pas, ma tête est lourde, mes tempes cognent et palpitent, mes membres me font tant souffrir. Je crois que j'ai de la fièvre, peut-être même la grippe qui frappe de porte en porte. Ce serait une bonne chose, je pourrais ainsi rejoindre mon enfant sans avoir besoin de mettre fin à mes jours. Parfois, un voile sombre recouvre mes yeux. Peut-être ne pourrais-je mettre le point final à cette lettre, mais je vais rassembler toutes mes forces afin de te parler une seule fois, juste cette fois-là. À toi, mon bien-aimé, à toi qui ne m'as jamais connu. C'est à toi seul que je vais m'adresser. Pour la première fois, je te dirai tout. Tu dois tout savoir de ma vie, cette vie qui est devenue tienne, ma vie dont tu n'as rien su. Mais tu ne dois connaître mon secret qu'à ma mort. Lorsque me répondre ne sera plus possible, lorsque ce qui glace ou consume mes membres ne sera définitivement plus. Qu'il me faille vivre encore, alors je déchirerai cette lettre et continuerai à me taire, comme je me suis toujours tue.
Mais qu'elle arrive entre tes mains, alors tu sauras qu'en ces pages, c'est une femme morte qui te raconte sa vie qui n'a été que tienne, de son premier à son dernier souffle. N'aie pas peur de mes paroles, une morte ne veut plus rien. Elle ne veut ni amour, ni pitié, ni réconfort. La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu crois les confidences de cette douleur qui me pousse vers toi. Crois tout ce que je te dis, je ne t'en demande pas plus. On ne ment pas à l'heure où vient de mourir son seul enfant. Toute ma vie, voilà ce que je veux te dévoiler. Cette vie qui n'a vraiment commencé qu'au jour de notre rencontre. Avant, ce n'était que trouble et brouillard, dans lesquels mes souvenirs ne s'abîment plus. Une cave quelconque, pleine d'objets et de gens, couverts de poussière et de toiles d'araignée, exhalant le renfermé, des objets et des gens dont mon cœur ne sait plus rien. Lorsque tu es arrivé, j'avais 13 ans et j'habitais dans cet immeuble où tu vis, dans cette maison où tu tiens cette lettre qui renferme mon dernier soupir. J'habitais sur le même palier. La porte de notre appartement faisait face au tien. Tu ne te souviens certainement plus de nous, de la veuve étiolée d'un fonctionnaire des finances. Elle portait toujours le deuil. Ni de son enfant maigre et déjà pubère. Il faut dire que nous étions bien silencieuses, pour ainsi dire englouties dans notre médiocrité de petites gens. Tu n'as probablement jamais entendu notre nom. Nous n'avions d'ailleurs pas de plaque sur notre porte d'entrée. Personne ne nous rendait visite. Personne ne nous demandait. Mais cela remonte à longtemps. 15 ans, 16 ans, non. Tu n'en sais certainement plus rien, mon bien-aimé. Mais moi, oh, je me rappelle chaque détail avec passion. Il me souvient aujourd'hui encore du jour, non, de l'heure où j'ai entendu parler de toi pour la première fois, où je t'ai vu pour la première fois. Et comment ne pas m'en souvenir, puisque c'est bel et bien à cet instant que le monde s'est révélé à moi. Souffre, mon bien-aimé, que je t'explique tout, vraiment tout, depuis le commencement. Ne te lasse pas, je t'en prie, au cours de ce quart d'heure pendant lequel je vais parler de moi. Songe qu'une vie durant, je ne me suis pas lassée de t'aimer. Avant que tu n'emménages, d'horribles gens, mauvaises et querelleurs, occupaient ton appartement. C'étaient de ces pauvres qui haïssaient plus que tout la misère voisine, la nôtre, parce qu'elle n'avait rien en commun avec leur grossièreté prolétaire des bas-fonds. L'homme, un ivrogne, battait sa femme. Souvent, nous étions réveillés au cours de la nuit par le vacarme de chaises lancées et d'assiettes brisées. Un jour, elle a déboulé dans les escaliers, battue jusqu'au sang, les cheveux en pagaille. Derrière elle braillait son poivreau d'époux jusqu'à ce que les voisins sortent de chez eux et menacent d'aller chercher la police. Dès le début, ma mère avait évité tout commerce avec eux et m'avait défendu d'adresser la parole à leurs enfants qui me le faisaient payer dès qu'ils le pouvaient. Lorsqu'ils me croisaient dans la rue, ils m'abreuvaient d'injures et un jour, ils m'ont bombardé de boules de neige si dures que j'en ai eu le front en sang. Tout l'immeuble haïssait ces gens. D'un même haut le cœur, et lorsqu'ils ont eu maille à partir avec la justice, je crois que l'homme a été emprisonné pour vol et qu'ils ont dû déménager avec tout leur fourbi. Nous avons pu respirer de nouveau. Pendant quelques jours, un panneau annonçant une location vacante a été accroché sur la porte principale. Une fois qu'il a été décroché, le concierge a fait rapidement savoir qu'un écrivain, un monsieur calme et solitaire, avait loué l'appartement. C'est la première fois que j'ai entendu prononcer ton nom. Quelques jours plus tard sont arrivés peintres, décorateurs, frotteurs de parquet, tapissiers pour évacuer toute la crasse des locataires précédents. On martelait, on cognait, on nettoyait, on récurait, mais ma mère s'en réjouissait. Elle disait que nous en avions enfin fini avec ce ménage de sagouins. Au cours de l'emménagement, je ne te vis pas en personne. C'est ton domestique qui surveillait tous ces ouvriers. Ce majordome de petite taille, sérieux et grisonnant, qui orchestrait tout calmement et sobrement, non sans une pointe de dédain. Il nous en imposait à tous, d'une part parce qu'un majordome sortait de l'ordinaire dans cet immeuble des faubourgs, d'autre part parce qu'il faisait preuve d'une grande politesse à notre égard, sans pour autant se placer sur le même plan que les autres domestiques, ni tomber dans la discussion trop familière. Dès le premier jour, il a salué ma mère de ce profond respect dont on salue les dames, et m'a toujours considéré avec sérieux et courtoisie, moi qui n'étais qu'une môme. Lorsqu'il prononçait ton nom, il le faisait toujours avec une certaine déférence, avec un profond respect. On voyait tout de suite qu'il était attaché à toi bien plus que ne le sont généralement les domestiques. Et comme je l'ai aimé, ce bon vieux Johan,
même si je le jalousais de pouvoir toujours être à tes côtés et de te servir.